à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et aujourd'hui je vais vous apprendre les règles du jeu Lorcana pour que vous puissiez lancer votre première partie. Dans Lorcana, vous allez incarner des illumineurs ou illumineuses à la recherche de l'or, puisque le but du jeu est d'être le premier à atteindre 20 éclats de l'or pour remporter la partie. Pour ce faire, vous allez devoir jouer des cartes de votre main qu'on appelle des glimmers, et ces glimmers peuvent être de différentes formes. Par exemple, ça peut être des personnages comme ce Mickey que vous voyez juste ici, et les cartes personnages, vous les reconnaîtrez très facilement grâce aux deux numéros qu'il y a ici. J'y reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer ça plus en détail. Et la plupart des personnages possèdent également une valeur de l'or qui est indiquée juste ici par ces petits symboles qui correspondent aux éclats de l'or que le personnage va récolter à chaque fois qu'il partira à l'aventure dans votre partie. Les glimmers peuvent être également des objets et là c'est écrit juste ici sur la carte. Vous verrez qu'il y en a plein de sortes différentes dans le jeu. Ou encore des actions et dans ce cas là pareil c'est précisé juste ici sur la carte. Et pour terminer, le dernier type de carte différente c'est les actions un peu spéciales qui sont des chansons. Donc comme vous pouvez le voir, il n'existe que 4 types de cartes différentes, ce qui fait que le jeu va être assez simple à comprendre et à prendre en main. Pour jouer à Lorcana, il vous faudrait être en présence d'autres illumineurs ou illumineuses. Malheureusement, vous ne pourrez pas jouer seul à ce jeu. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il se joue parfaitement bien à 2 joueurs et même à plus si vous le souhaitez. Pour ça, chaque joueur aura besoin de son deck de 60 cartes minimum. Mais attention, vous ne pourrez pas mettre n'importe quoi dans votre deck puisque il est interdit d'avoir plus de 4 cartes similaires dans votre deck. Mais surtout dans Lorcana, il existe des encres qui sont au nombre de 6. Il y a l'améthyste, l'émeraude, le rubis, l'acier, l'ambre et le saphir. Et parmi ces 6 encres là, il vous faudra en choisir une ou 2 maximum pour votre deck. Ça ne sera pas possible de mélanger des cartes rubis, acier et émeraude dans le même deck. Il faudra faire des choix et essayer de construire le meilleur deck possible avec seulement 2 encres maximum. Pour vos premières parties, je vous conseille d'utiliser les decks de démarrage qui sont déjà pré-construits. Pour la mise en place, c'est assez simple. Chaque joueur va piocher 7 cartes pour constituer sa main de départ. Si à ce moment de la partie, vous vous rendez compte que votre pioche, elle ne vous convient pas du tout, vous pourrez décider de remettre des cartes dans votre deck et remélanger tout ça pour revenir à cette carte. Mais c'est conseillé de pas trop s'embêter avec ça pour vos premières parties. Gardez votre main, ça sera très bien comme ça. Une fois que chaque joueur a pioché ces 7 cartes, on va décider de qui sera le premier joueur. La seule différence, c'est que le premier joueur ne piochera pas de cartes au premier tour de la partie, alors que le second joueur en piochera une, mais ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses. Maintenant que vous êtes prêts à démarrer votre partie de Lorcana, comment ça se joue? J'en ai parlé brièvement juste avant, mais dans Lorcana, il existe des encres qui sont la magie de Lorcana, qui vont vous permettre de pouvoir jouer vos cartes, vos glimmers, et sans ça, vous ne pourrez rien faire malheureusement. Sur chaque carte, vous allez avoir en haut à gauche un petit hexagone avec un chiffre à l'intérieur qui représente le coût en encre de la carte. Par exemple, pour pouvoir jouer cette petite Cendrillon, je devrais payer 4 d'encre pour pouvoir la jouer. Et sur certaines cartes, vous allez avoir un petit tourbillon autour de l'hexagone qui indique que la carte peut être transmutée en encre. Je m'explique, transmuter une carte en encre, ça veut dire qu'au lieu de la jouer normalement en payant son coût de 4 et faire les pouvoirs de la carte, je peux décider de transmuter cette carte Cendrillon en encre. Et dans ce cas-là, je la retourne face cachée et je la pose devant moi dans ma réserve d'encre. Ça veut dire que dès maintenant et jusqu'à la fin de la partie, je possède une encre dans ma réserve. Et c'est grâce à ces encres-là que vous allez pouvoir jouer des cartes. Donc là, à partir de maintenant, je peux jouer des cartes de ma main qui ne coûtent qu'un d'encre. Ce petit AA par exemple ne coûte qu'un d'encre pour pouvoir être joué, donc je pourrais décider de le jouer en épuisant une encre. Je couche la carte sur le côté pour dire que je l'ai utilisé ce tour-ci et je ne pourrai plus m'en servir jusqu'à mon prochain tour. Puisque oui, les cartes d'encre ne sont pas défaussées une fois que vous les utilisez. Dans Lorcana, il suffit de tourner la carte sur le côté pour dire qu'elle est épuisée, et une carte épuisée, vous ne pouvez plus vous en servir jusqu'à votre prochain tour. À vous de bien réfléchir aux cartes que vous allez mettre dans votre réserve d'encre, puisque une fois qu'elles y sont, elles y resteront jusqu'à la fin de la partie. La Cendrillon que j'ai mise ici ne pourra plus du tout me servir par rapport au pouvoir qu'elle a ici. C'est vraiment devenu une encre et je ne pourrai plus l'utiliser que pour ça. À savoir également, et c'est une règle très importante, vous ne pouvez transmuter une carte en encre qu'une seule fois par tour. C'est pour ça que le jeu va monter en puissance tout doucement. Vous ne pouvez pas dès votre premier tour transmuter 3 cartes et les mettre directement dans votre réserve d'encre pour jouer des cartes puissantes. Pour ça, il faudra attendre un petit peu et laisser le jeu se mettre en place. Vous n'êtes jamais obligé de le faire, mais si vous souhaitez le faire, ce n'est possible
qu'une seule fois par tour, retenez bien ça. Maintenant que vous comprenez bien le pouvoir de l'encre de l'Orcana, je pense que vous êtes prêts à débuter un tour. Voici comment ça va se passer. À chaque début de tour, la première action que vous faites, c'est de redresser toutes les cartes qui étaient épuisées lors de votre tour précédent. On en était resté ici avec notre AA et notre encre qu'on avait épuisé pour pouvoir jouer AA, donc on va redresser notre encre juste ici et elle redevient disponible pour ce tour. Une fois que vous avez redressé vos cartes, vous allez vérifier si sur certaines de vos cartes il est écrit au début de votre tour, il se passe ci, il se passe ça. C'est à ce moment-là que vous devez appliquer l'effet de votre carte. Si vous en avez pas, tant pis, vous passez du coup à l'étape de piocher une carte. Voilà, c'est les 3 actions que vous faites au début de votre tour. Vous redressez, vous vérifiez et vous piochez une carte. Une fois que ces 3 choses-là ont été faites au début de votre tour, vous allez pouvoir entamer votre tour de jeu. Et là, il y a 3 choses que vous pouvez faire à votre tour. Transmuter une carte en encre, on en a déjà parlé. Encore une fois, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre tour, mais seulement une seule fois. Vous allez pouvoir jouer des nouvelles cartes et vous allez pouvoir utiliser les cartes que vous avez déjà en jeu. Si on reprend l'exemple qu'on avait laissé de côté, j'ai redressé du coup l'encre que j'avais utilisée pour jouer AA, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où vous jouez un personnage à votre tour, vous ne pouvez pas utiliser tout de suite les capacités de la carte. Et donc je ne pouvais malheureusement pas l'utiliser, mais là ça y est, le tour est passé, mon AA a bien eu le temps de sécher, donc je vais pouvoir l'avancer pour dire que là ça y est, mon AA est prêt à effectuer ses actions. Maintenant, admettons que je veuille jouer de ma main cette carte mini qui coûte 2 d'encre. Pour le moment, je n'ai qu'une encre dans ma réserve, donc je ne peux pas, mais je peux utiliser ce monsieur mouche qui a l'icône d'encre là, le petit tourbillon, pour la transmuter en encre. Je la mets dans ma réserve avec celle que j'ai mis au tour précédent, ce qui me fait maintenant 2 encres dans ma réserve que je peux épuiser tout de suite pour jouer ma carte mini. Je la pose donc parmi les cartes à sécher pour pouvoir utiliser ses pouvoirs au tour suivant, et je peux faire ça autant que je le veux en jouant autant de cartes que ma réserve d'encre me le permet. Petite précision par contre, il existe des personnages comme Maléfique ici qui vous donnent un pouvoir, donc là en l'occurrence de piocher une carte au moment où le personnage est joué. Et bien ce pouvoir s'applique à partir du moment où Maléfique est posée sur la table. Même si elle vient se poser parmi les cartes à sécher, et bien vous pouvez piocher d'ores et déjà la carte. Il n'y a pas besoin d'attendre un tour qu'elle soit mise avec les personnages prêts à partir à l'aventure. C'est un pouvoir qui s'applique dès lors qu'elle est posée sur la table. Alors, les règles que je viens de vous expliquer concernant le fait de mettre un personnage à sécher en payant son coût en encre, etc., ce ne concerne que les personnages. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait des cartes objets et des cartes actions, et ces cartes-là, à la différence des personnages, on peut utiliser leur pouvoir dès lors qu'on les met en jeu. Les objets, par exemple cette fleur aux pétales d'or, pour la jouer, il faut que je paye son coût en encre qui est de 1. Bon, j'ai rajouté des petites cartes à la réserve d'encre pour l'exemple, mais du coup, je paye son coût en encre, et je peux d'ores et déjà le poser à côté de Hey Hey et appliquer son pouvoir à chaque tour, en le laissant comme ceci. Il en est de même pour les cartes actions que je peux jouer directement en payant toujours le coût en encre. Donc j'épuise une nouvelle encre juste ici, et je peux jouer ma carte action et appliquer son pouvoir, sauf que les cartes actions ne restent pas en jeu comme les objets et les personnages. Dès que j'ai utilisé le pouvoir de ma carte action, je la bannis et je la mets du coup dans ma défausse. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un dernier type de cartes qui sont les cartes chansons. Ce sont des cartes actions un petit peu spéciales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les jouer comme des cartes actions, donc payer leur coût, appliquer le pouvoir et ensuite défausser la carte. Mais là où les cartes chansons sont très intéressantes, c'est que on peut les payer normalement. Là je pourrais épuiser 2 d'encre de ma réserve pour jouer l'action je vole, mais je peux aussi décider de faire chanter la chanson à un de mes personnages en jeu, c'est précisé ici. En épuisant un personnage qui coûte 2 ou plus, je peux lui faire chanter la chanson et jouer cette carte gratuitement et pour appliquer son pouvoir. Donc là, je pourrais, si je le souhaite, épuiser la carte de mini qui est un personnage ayant un coût de 2 ou plus en encre, et donc je l'épuise, je la mets à l'horizontale, et du coup je peux jouer gratuitement, je vole et appliquer son pouvoir. Vous allez voir que dans le jeu, il y a beaucoup de cartes chansons qui souvent apportent des pouvoirs intéressants. Maintenant que vous savez comment jouer vos cartes, il existe un dernier point de règle, c'est comment utiliser le pouvoir de vos cartes. Admettons que ce soit à mon tour de jouer, donc j'ai toujours mon petit AA et ma mini qui sont en jeu, ils ont fini de sécher, mes encres sont redressées, je peux entamer un nouveau tour. Donc je pourrais utiliser mes encres pour jouer des nouvelles cartes, etc. Par exemple, je peux jouer ce petit Maximus en épuisant 3 encres, mais je ne pourrais toujours pas utiliser la carte de Maximus. On rappelle qu'il doit sécher son encre avant de pouvoir être utilisé, mais je peux toujours utiliser évidemment Mini et AA qui ont bien séché depuis le temps, et pour ça plusieurs options s'offrent à moi. La plus simple et celle qui vous fera atteindre le but tant attendu des 20 éclats de l'or, c'est d'envoyer ces personnages à l'aventure. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'incliner
peaufiner le personnage que vous souhaitez envoyer à l'aventure pour l'épuiser, et dans ce cas-là, vous récoltez le nombre d'éclats de l'or qu'il y a sur la carte de votre personnage. Donc si j'envoie AA à l'aventure, je récupère 1 de l'or, plus que 19 pour gagner la partie. Je peux décider d'envoyer tous mes personnages à l'aventure, et donc si j'envoie Minnie qui a un éclat de l'or également comme symbole sur sa carte, je récolterai un autre symbole de l'or, etc., etc. Mais une fois que le personnage est épuisé et mis à l'horizontale comme ça, eh bien je ne peux plus rien faire avec lui jusqu'à mon prochain tour pour le redresser. Ça y est, vous avez compris un petit peu la mécanique. Donc là c'est bien beau, vous pouvez partir à l'aventure avec vos personnages pour récolter des éclats de l'or, mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire avec vos personnages. Il existe des cartes qui ont une capacité. La plupart du temps, ça va être des objets, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas envoyer les cartes objets à l'aventure, hein, ça ne rapporte pas de l'or, les objets ne partent pas à l'aventure, mais cela vous donne des petits bonus, comme pour cette Zirgouflex par exemple, il vous suffit d'épuiser la carte, ça c'est l'icône qui veut dire épuiser la carte, pour bénéficier du pouvoir qui est ici. Donc choisissez un personnage et retirez-lui un jeton dommage, donc ça vous permet de soigner vos personnages. Donc ça, c'est une façon de jouer ces cartes aussi, soit vous les envoyez à l'aventure, soit vous appliquez le pouvoir qui est écrit sur la carte pareil en l'épuisant. Il y a même certaines cartes comme la montre à gousset ici qui va vous demander d'épuiser la carte et de payer 1 d'encre pour appliquer le pouvoir qui est écrit ici. Donc pour pouvoir appliquer l'effet, il vous faudra encore de l'encre disponible dans votre réserve. Et globalement, vous inquiétez pas, tout est assez explicite sur les cartes, il suffit de les lire pour comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec. Du coup, je vous ai expliqué comment partir à l'aventure avec vos personnages, comment appliquer les effets d'une carte. Maintenant, il me reste plus qu'à vous expliquer les défis. Les défis, c'est très simple, ça va vous servir à ralentir la progression de vos adversaires. Parce que c'est bien beau hein, de jouer des petits personnages à droite à gauche, des objets en payant leur coût en encre, etc. Mais si votre adversaire commence à poser plein de cartes comme ça et monter en puissance, vous allez vous retrouver à un moment un petit peu démuni et vous allez pas comprendre ce qui vous arrive. C'est pour ça que les défis existent, pour aller un petit peu titiller l'adversaire et l'empêcher un petit peu de mettre sa stratégie en place. Lorsque c'est votre tour, vous pouvez décider, au lieu d'envoyer votre personnage à l'aventure récolter du lore, de défier les personnages de l'adversaire. Là, en l'occurrence, moi, j'ai ma petite Minnie, mon petit AA, et mon adversaire grand fan de Donald a mis sur le terrain un Donald inventeur et un Donald mousquetaire, mais il commence à m'embêter un petit peu, parce que ces cartes sont assez puissantes. Donc, ce que je peux faire, c'est de le défier tout simplement. Et c'est là que la force et la volonté des personnages vont entrer en jeu, puisque là, le Donald de mon adversaire a une volonté de 3, c'est-à-dire que je dois lui infliger 3 de dommages pour le bannir du jeu, et la force, eh bien ça indique le nombre de dommages que la carte va infliger au personnage adverse lors d'un défi. Reprenons notre exemple ici, j'ai besoin d'infliger du coup 3 de dommages à Donald pour le bannir, puisqu'il m'embête, et moi j'ai AA qui a une force de 1 et Minnie qui a une force de 2. Eh bien je peux dire que je défie Donald avec AA, et dans ce cas-là, je l'épuise, puisque bah, ça épuise quand même de faire un petit défi, et j'inflige 1 de dommage à Donald, qui va mettre un petit marqueur de dommage sur sa carte, et donc il avait 3 de volonté, maintenant il a pris un dégât, il ne me faut plus que 2 de dommage pour le bannir, mais bon, ce serait trop simple de juste défier les autres et de rien se prendre en retour, et ouais, malheureusement, lors d'un défi, eh bien les deux personnages interagissent ensemble, donc si moi j'inflige des dégâts à Donald, Donald va m'en infliger en retour, et donc il a une force de 4, donc mon AA, il va prendre 4 de dommages, sauf qu'il a une volonté que de 2, donc malheureusement, mon AA est banni et je le place dans ma défausse. Je peux continuer de défier le Donald de mon adversaire avec ma Minnie, elle a 2 de force et 3 de volonté, donc le Donald qui avait déjà pris 1 de dommage va être banni à son tour, mais il m'inflige toujours les 4 de force qu'il a, et donc ma Minnie qui n'avait que 3 de volonté va être bannie aussi. Donc là on est sur un défi qui m'a coûté très cher, mais au moins mon adversaire n'a plus son Donald pour son prochain tour, et ça permet ainsi du coup de ralentir vraiment sa progression. Pour défier les personnages de l'adversaire, il faut qu'ils soient épuisés. Dans mon exemple là, les cartes de mon adversaire étaient redressées et donc je ne pouvais pas les défier pour lui infliger des dommages. Il aurait fallu pour ça que mon adversaire ait ses personnages épuisés comme ça, qu'il les ait utilisés du coup à son tour précédent, soit pour partir à l'aventure, soit pour me défier moi ou utiliser des capacités, peu importe ce qui a épuisé ces cartes, mais on ne peut défier que des cartes qui sont épuisées. Donc là, j'aurais pu effectivement attaquer le Donald de mon adversaire. Et si mes personnages n'avaient pas été bannis puisqu'ils avaient une volonté suffisamment élevée pour résister aux dégâts du Donald, eh bien, après le défi, ils auraient été épuisés comme ceci. Et donc là, ça va être à vous de jouer pour trouver la meilleure stratégie, puisque
pendant mes premières parties, j'avais très envie à chaque fois de partir à l'aventure pour récolter du lore, d'appliquer tous les pouvoirs inimaginables que je pouvais faire, sauf qu'à la fin de mon tour, tous mes personnages étaient toujours épuisés et je devenais vulnérable aux défis de mon adversaire, et c'est pas forcément bon. Il faut parfois savoir attendre un petit peu, de garder son personnage redressé pour mettre en place un petit peu sa stratégie, mais ça, je vous laisserai le découvrir avec vos premières parties. Avant de vous lancer dans votre première partie, il y a une dernière chose que je ne vous ai pas encore expliquée et promis après j'arrête, vous pourrez directement vous lancer dans votre partie, c'est la capacité des alters. Prenons l'exemple de ce petit Stitch que j'ai dans mon deck, qui est posé sur la table, j'ai joué la carte, j'ai payé son coup en encre, etc. Je peux décider de partir à l'aventure avec lui pour récolter un éclat de l'or ou bien d'aller défier les personnages de mes adversaires, mais il y a une chose que je peux faire qui est très intéressante, qui va concerner les personnages qui ont la capacité alter. Ça sera toujours écrit ici dans l'encadré en haut à gauche de la carte, et cette capacité alter va me permettre de jouer ce Stitch Rockstar en le payant seulement 4 d'essence au lieu des 6 qu'il coûterait normalement, et pour ça, eh bien j'ai juste à superposer mon Stitch alter sur une carte Stitch déjà existante dans mon jeu. On fait en quelque sorte évoluer notre personnage qui était déjà en place, et ça a plusieurs bénéfices, c'est-à-dire que non seulement la carte elle me coûte moins cher, mais en plus si j'avais un petit Stitch qui était prêt à partir à l'aventure et à faire usage de ses capacités, je peux poser mon alter directement dessus et je n'ai pas besoin d'attendre qu'il sèche, il est directement prêt à être utilisé pour des défis ou pour partir à l'aventure, et donc là je pourrais épuiser mon Stitch alter pour récupérer 3 éclats de l'or. Et ça, c'est plutôt très très fort. Bon, par contre, bien évidemment, si mon Stitch avait déjà un jeton de dommage sur lui, en le faisant devenir un Stitch alter, il conserverait les jetons dommages qu'il avait eu sur les tours précédents. On peut pas s'en débarrasser aussi facilement, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et de même, si mon Stitch était épuisé, eh bien mon alter arrive également en jeu épuisé. Ça ne redresse pas la carte de jouer l'alter par-dessus. Voilà, je vous l'avais promis, maintenant c'est terminé. Vous avez toutes les règles en main pour jouer à l'Orcana, et je vous invite vivement à essayer par vous-même pour découvrir un petit peu tous les combos qui sont possibles avec les decks. Il y a une multitude de choses à faire. J'ai pas encore eu le temps de tout tester évidemment, mais j'ai vraiment hâte de créer mon propre deck, de faire des combos, de voir ce qui fonctionne ou pas. Tout ça respecte en plus le lore de Disney, donc ce n'est que du bonheur pour moi. Sur ce, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo qui explique les règles de l'Orcana. J'espère que j'aurai été assez explicite. Si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je n'hésiterai pas à y répondre. Sinon, je vous invite aussi vivement à télécharger l'application Lorcana, qui est plutôt très bien faite. Vous allez pouvoir compter votre lore directement grâce à l'application comme ceci. Et toutes les règles que je viens de vous expliquer, y sont réexpliquées dans l'application. Donc si vous avez un petit doute, eh bien n'hésitez pas. Sur ce les amis, eh bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper. Ciao!